Bonjour à tous, on se retrouve pour le CQFR traditionnel. Ce matin, je suis avec Théo pour la dernière fois avant quelques jours. Théo va prendre des vacances bien méritées, peut-être avec Antoine Pimel qui lui aussi est en vacances. Vous aurez Ouais, la réponse. on a dit que c'était les vacances, je vais pas partir avec Antoine pour qu'il nous ait une coupure là, ça suffit maintenant. Mais vous inquiétez pas, a priori, on continuera le CQFR avec le talent générationnel Benjamin Moubèche. Vous pourrez continuer de suivre l'actualité de la NBA tous les matins. En parlant de vacances, d'ailleurs, ça me fait penser, hors sujet, mais j'ai vu Pascal Siakam dans les rues de Salzbourg tout à l'heure, qui se fait passer pour un joueur de foot en faisant 2,03 m dans les rues de Salzbourg. Et franchement, ça m'a redonné espoir de pouvoir me faire passer un jour pour un joueur de basket avec mon 1,73 m dans les rues du monde. Donc ça fait du bien quand même à voir. Mais oui, on vous racontera un jour la fois où Shai a fait trembler Kevin Durant sur son propre terrain. Ça méritera d'être raconté. On gardera ça pour une late session vraiment tardive pour Voilà. que les gens, pour que ce soit un temps soit peu crédible. Ouais, bah, sinon, on va parler quand même un peu d'actualité basket, évidemment, comme tous les matins. Déjà, on va donner des nouvelles, des bonnes nouvelles et des nouvelles rassurantes de Bronny James. Elles nous sont parvenues hier dans la journée. C'est Shams Charania qui a donné des nouvelles rassurantes. Bronny James, donc, comme vous le savez, qui a fait un arrêt cardiaque sur le campus de USC un peu plus tôt cette semaine, qui avait été rapidement pris en charge, rapidement déclaré hors de danger. Mais on attendait quand même d'avoir un peu de nouvelles. Il est rentré chez lui, il a été autorisé à rentrer chez lui dans un état donc jugé rassurant. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On n'a pas encore les résultats d'examen plus approfondis pour savoir ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce que ça implique éventuellement pour la suite. Mais l'essentiel est là, il va bien. Et LeBron lui-même a tweeté pour dire que toute la famille était ensemble et se portait très bien. Donc c'est voilà. Après la grosse frayeur du début de semaine, Théo, c'est quand même c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, c'est clair, ça confirmait un petit peu. Heureusement, on avait été assez vite rassuré Mm. sur son état de santé. Là, s'il a pu rentrer, c'est qu'a priori, il est vraiment hors de danger. Euh, hors de danger, tout simplement. Voilà, maintenant, va falloir attendre d'avoir finalement un diagnostic, savoir vraiment ce qui s'est passé, quelles sont les perspectives pour la suite de sa carrière sportive, si elle devait pouvoir se Mm. poursuivre. Comme tu l'expliquais dans la news détaillée là, que tu as faite ce matin sur Basket Session, il y a effectivement d'autres athlètes qui ont pu reprendre une activité sportive. La question, c'est de savoir effectivement les raisons de l'arrêt cardiaque dans un premier temps. En tout cas, là, ce qui est rassurant, c'est que manifestement, ces jours sont pas en danger à court terme et que voilà, il va pouvoir retrouver une vie normale en attendant de voir si le côté sportif pourra suivre. Ouais, même sur le plan neurologique, parce que c'est toujours aussi ça quand il y a un AVC, un arrêt cardiaque, on peut aussi se demander les séquelles qu'il peut y avoir. Et donc l'hôpital a dit qu'il était pleinement conscient quand il est arrivé à l'hôpital, parce que c'est le staff médical de USC qui l'a pris en charge, pleinement conscient avec aucune séquelle neurologique. Donc il allait déjà un peu mieux quand il est arrivé, ils l'ont traité, il est resté 48 heures, il est rentré chez lui. Donc voilà, c'est très très bonne nouvelle pour Bronny, pour LeBron James et sa famille. Donc on vous tiendra évidemment informé dès qu'il y a des nouvelles dessus, parce que je sais que dans les commentaires on nous disait un peu vous en parlez parce que c'est Bronny James, c'est un peu vous surfez un peu sur le truc, mais c'est un prospect attendu, certes parce que c'est le fils de LeBron James, mais c'est quelqu'un qui est attendu au premier tour de la draft 2024. On aurait parlé d'un autre prospect important aussi si c'était arrivé. Donc voilà, l'essentiel est là, on est rassuré pour lui. Ouais, c'est clair. Et puis non, et puis effectivement, de toute façon, même, les blessures ou les problèmes de santé des sportifs de haut niveau, on les traite systématiquement Ouais. aussi. C'est pas, il n'y a pas eu d'exception du fait que ce soit Bronny. Effectivement, il y a forcément comment dire, une certaine hype autour de lui du fait que ce soit LeBron, le fils de LeBron, je veux dire. Mais malgré tout, voilà, on l'aurait traité. Je pense que c'était une information qui méritait d'être relayée et d'être discutée. Ouais. Au rayon des autres infos de la matinée un peu, donc ça aussi c'est tombé hier. Donc Grant Hill, qui est le directeur de Team USA maintenant, qui était sur les ondes de Sirius XM pour parler de la sélection, de la Coupe du Monde, des prochains Jeux Olympiques. Et évidemment, on lui a posé la question sur Joel Embiid. Est-ce que Joel Embiid a une chance de jouer pour Team USA? Parce que comme vous le savez sans doute, il a le passeport camerounais, il est aussi naturalisé français en nationalité sportive, et il peut aussi jouer pour Team USA depuis qu'il vit là-bas et qu'il a acquis une green card. Et visiblement, alors qu'il y a quelques mois, on pensait que Joel Embiid allait jouer en équipe de France quasiment à coup sûr, avec les déclarations, ses propres déclarations, les déclarations du staff de l'équipe de France, le fait qu'il ait eu sa naturalisation.
Team USA est en train de faire le forcing pour essayer de le faire jouer aux Jeux Olympiques. Alors, les déclats de Grant Hill sont pas. Il n'est pas catégorique, il essaye. Hein. Il dit je vais vous faire une réponse simple. Oui, j'ai parlé à Joel Embiid récemment. Il a plusieurs options et c'est un grand joueur. Et c'est quelqu'un avec qui on veut parler de l'été prochain et de voir comment ça se passe. Donc, ils vont vraiment tenter le coup. C'est pas du tout garanti qu'on voit Joel Embiid un jour en équipe de France. Et il y aurait quand même j'allais dire une forme d'ironie, mais ce serait un peu douloureux sans doute pour les supporters français qui espéraient le voir un jour sous le maillot bleu. T'imagines de le voir aux Jeux Olympiques à Paris avec la sélection américaine qu'il était censé aider l'équipe de France à battre en la rejoignant. Ouais, de toute façon, c'est un dossier complexe. On sait que les avis, même sur le fait qu'il puisse éventuellement jouer avec l'équipe de France, pardon, divisaient pas mal les gens, hein, que ce soit parmi les acteurs, certains joueurs de l'équipe ou même parmi le public. Là, c'est vrai que on l'avait pas forcément vu venir le côté, le fait qu'il puisse être approché par Team USA. Bon, à suivre. J'avoue que, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, même d'un côté comme de l'autre, moi je serais quand même très surpris finalement que Joel Embiid participe aux Jeux Olympiques avec l'une ou l'autre des sélections. Vu encore la sortie de route prématurée des Sixers cette année, les problèmes les pépins de santé qui continuent de le suivre malgré tout saison après saison, que ça soit la fatigue ou vraiment des problèmes un peu plus forts. J'ai un peu de mal à imaginer une saison, 2023-2024 qu'il verrait aller loin en play-off avec les Sixers, puis ensuite enchaîner avec une campagne olympique, sachant que c'est un joueur qu'on n'a jamais vu dans le contexte FIBA de très haut niveau. Ça fait beaucoup d'interrogations. Bon, voilà. Je serais d'une part surpris qu'il joue pour Team USA dans l'absolu et encore plus surpris finalement quelque part qu'il joue avec Team USA dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Tout ça, ça me semble un peu complexe. Ouais, moi, j'ai quand même eu l'impression que c'était quelque chose, un de ses objectifs en carrière, jouer pour une sélection. Donc, visiblement, pendant un temps, ça a quand même été. Il a vraiment ciblé l'équipe de France avec la perspective peut-être justement de battre Team USA on n'est pas passé très très loin les dernières fois, en finale des JO, mais il reste encore une petite marge peut-être, et on avait l'impression que l'ajout d'un joueur comme Joel Embiid pouvait changer la donne. Moi, dans ses interviews, j'avais l'impression qu'il voulait vraiment que c'était un de ses objectifs, indépendamment du fait qu'il a du mal à rester en très très bonne santé en playoff à chaque fois, et que ça pourrait être vu comme un gros risque même pour les Sixers. De laisser partir son joueur en sélection, c'est jamais facile quand c'est un joueur qui est souvent sujet aux blessures. Moi, je ne sais pas à quel moment ça a vraiment shifté. Tu vois, il y a quand même une période où c'était c'est bon, il a les papiers, il va jouer avec nous. On a tous eu notre avis sur la question. Moi, personnellement, avant qu'il soit autorisé entre guillemets à jouer pour l'équipe de France, je voyais pas trop l'intérêt. C'est un joueur phénoménal, donc évidemment l'intérêt sportif il est là. Mais pour une nation qui a un tel vivier, je me disais est-ce que c'est vraiment très très juste d'ajouter un talent comme ça, même s'il y a un lien aussi fin soit-il avec la France. Là, à partir du moment où il était sélectionnable, moi, je me suis dit que c'était très bien, l'opportunité sportive est là, autant que ça. Toutes les parties ont l'air d'accord. Certains joueurs de l'équipe de France ont un peu grincé des dents, c'est sûr, on le sait. Peut-être Evan Fournier à un moment, et ça se comprenait. Mais après, il était aussi on board, hein, comme tous les autres. Je sais pas à quel moment vraiment ça a shifté. Est-ce qu'il a ressenti une sorte pas d'opposition, mais de réticence à sa venue de la part des gens, de la part de certains joueurs. Mais il y a un moment où Team USA est entré dans la danse et semble lui avoir proposé le truc. Et là, on l'entend plus à ce sujet, en fait. On ne sait pas exactement ce qu'il pense. Il a des saisons NBA à effectuer. Forcément, c'est pas ce qui est d'actualité. Mais tu vois, pour la Coupe du Monde, par exemple, on aurait pu se dire peut-être qu'il va venir prendre un peu la température pour la Coupe du Monde, et histoire de s'acclimater, de connaître un peu mieux les gens. À une autre échelle, c'est par exemple ce qu'a fait Gabby Williams chez les filles. Elle n'est pas arrivée en disant moi je veux juste jouer les Jeux Olympiques. Elle avait joué une compétition avant, elle en a rejoué après. Mais je m'attendais plus peut-être à ça. Et là, il y a un moment où ça a visiblement quand même shifté, et où Team USA est devenu plus que crédible. Et Grant Hill, d'ailleurs, pour finir là-dessus, Grant Hill a expliqué que s'ils avaient vraiment contacté Joel Embiid, c'est parce qu'ils sont conscients que l'écart s'est réduit, qu'ils ne peuvent plus arriver dans les compétitions et gagner aussi facilement, et qu'ils ont besoin des meilleurs joueurs disponibles. Donc si ça doit être Joel Embiid, ce sera Joel Embiid.
Ouais, de toute façon, Joel Embiid sera un renfort de poids, que ce soit pour Team USA ou pour la France. Tu sais, je sais pas non plus dans quelle mesure, ce qu'il y a le fantasme des Jeux Olympiques. Ça reste Mm. des compétitions ou la compétition qui fait plus rêver les athlètes, quels qu'ils soient. C'est vrai qu'en plus, tu vois, Joel Embiid, bah voilà, c'est pas un athlète américain. Donc les Jeux Olympiques, je pense qu'il saisit aussi toute l'importance que ça a, le rayonnement que ça a, au-delà de son propre sport. Que c'est quelque chose d'énorme. Donc ça le fasse rêver, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que voilà, quelqu'un qui a jamais été en sélection nationale de manière régulière, je pense que c'est dur pour eux de se rendre compte aussi de l'implication que ça demande, Mm. du travail que ça demande, de la préparation, le fait de s'adapter à des règles qui sont pas tout à fait les mêmes que celles que tu pratiques depuis plusieurs années. C'est pas si simple que ça finalement d'intégrer une sélection. Au sujet enfin, ce dont tu parlais, est-ce que la façon dont les gens percevaient ça, moi j'étais un peu comme toi, ça me choquait pas que Joel Embiid puisse rejoindre l'équipe de France. C'est un joueur qui est francophone, qui a des attaches avec la France, qui connaît la France. C'est pas non plus comme, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose que certains pays, notamment certains pays de l'Est où tu as un Américain qui est naturalisé. Des fois tu te demandes, mais est-ce qu'il connaît le nom de la capitale, quoi, tu vois, ou est-ce qu'il a déjà mis les pieds dans le pays? Après, comment dire, le fonctionnement de la FIBA permet ça, donc Ouais. très bien, c'est une donnée maintenant avec laquelle tout le monde compose. Moi, j'étais pas réticent en fait que Joel Embiid rejoigne l'équipe de France. Là, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, je serais vraiment surpris quand même maintenant que finalement ils rejoignent l'une ou l'autre des équipes et encore plus Team USA parce qu'effectivement maintenant il a vécu aux États-Unis depuis très nombreuses années, il a jamais vécu en France, je comprends ça et en même temps voilà, je trouve que c'est pas tout à fait la même chose quand tu parles une langue depuis que t'es né quasiment, qui a fait partie de ton quotidien. Il y a forcément des attaches qui sont plus profondes, je pense, Mm. hein. En tout cas, c'est comme ça que je me fie à les Ouais, choses. il a de la famille à Paris aussi, Ah oui, enfin, une famille en France. Ouais. voilà, donc j'aurais trouvé ça plus logique finalement qu'ils rejoignent l'équipe de France. Maintenant, voilà, je serais vraiment très surpris qu'on le voit sous un maillot en 2024. Moi, j'aurais aimé, voilà, pour finir là-dessus, j'aurais aimé le voir avec le Cameroun, une équipe avec Pascal Siakam et d'autres joueurs, les autres joueurs qui gravitent, qu'on voit un peu en Europe, aux États-Unis. Enfin, j'aurais vraiment aimé ça. Après, visiblement, c'est pas possible pour des raisons extrasportives. C'est compliqué de réussir à réunir tout ça. Mais bon, j'aurais vraiment aimé voir le Cameroun proposer une équipe qui puisse rivaliser un peu avec le Nigeria sur la scène africaine. Mais voilà, c'est un autre sujet. On en reparlera sans doute un jour. Ouais, ça aurait été la logique, la logique première aurait été celle-là, c'est clair. Ouais. Une autre petite actu, c'est Tyronn Lue qui a parlé des Clippers dans le podcast All the Smoke avec les amis Matt Barnes et Stephen Jackson. J'ai trouvé son passage super intéressant. C'est un coach qui, enfin, moi personnellement au début j'avais pas de grosses attentes sur lui quand il était à Cleveland. On pouvait se dire bon bah il était assistant coach, il est sympa avec les joueurs, etc. Mais comme toi tu l'as souvent dit, il a vraiment surpris en bien ces dernières années dans sa manière de coacher, le fait qu'il soit extrêmement aimé de tous les joueurs. Et à chaque fois qu'il passe devant les médias ou dans une émission comme celle-là, je le trouve aussi très intéressant. Et là, les Clippers, c'est une des équipes c'est une des équipes les plus attendues pour la saison prochaine parce que la date d'expiration semble être arrivée sur le projet qui est axé autour de Paul George et Kawhi Leonard. Et donc, il s'est pas caché. Il a dit c'est difficile et c'est frustrant d'avoir ces deux stars-là qui au moment des playoffs ont du mal à être aptes à jouer et qui ont ces problèmes de blessure. Mais j'ai trouvé intéressant qu'ils continuent de considérer qu'ils avaient encore leur chance pour le titre. Il dit aussi que c'était deux des stars, des meilleures stars qu'il a côtoyées parce qu'ils ne cherchaient pas la lumière, l'attention médiatique, qu'ils étaient prêts à faire des sacrifices sportifs, notamment sur le terrain. Ils n'étaient pas dans un mode égoïste, etc. Et donc, j'ai trouvé intéressant son passage où il dit aussi qu'ils ont jamais refusé de jouer et que le load management, c'était pas vraiment du load management, c'est juste qu'ils avaient des blessures qui étaient compliquées à gérer. Donc, je sais pas je sais que tu as aussi vu ce passage dans le podcast All the Smoke. T'en es ressorti avec quelle impression, Théo? Bah, j'ai trouvé ça intéressant, notamment pour le timing, parce qu'en fait, voilà, dans le passage dont tu parles, Shai, en gros, Tyronn Lue dit qu'il a été voir Kawhi et Paul George et qu'il leur a dit il faut qu'on change la manière dont on voit la saison régulière. On ne peut pas se contenter de se dire
on va vous garder et puis vous protéger pendant la saison régulière et puis on jouera les playoffs, c'est là que ça se joue. Il faut qu'on soit compétitif dès la saison régulière. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant sur le timing parce que il y a toujours cette prolongation de contrat potentielle pour Kawhi Leonard qui n'est pas réglée du côté des Clippers. Dans quelques semaines, c'est Paul George qui sera lui à son tour, qui pourra à son tour signer une prolongation de contrat. On ne sait pas ce que les Clippers vont leur proposer. Comme on en avait parlé avec Benjamin, on avait pas mal échangé là-dessus, où moi je disais que je voyais pas de scénario dans lequel les Clippers pourraient proposer une prolongation au max pour Paul George et Kawhi Leonard. Et quand je parle de max d'années, notamment salaire maximum, mais surtout le maximum d'années. Je trouverais ça complètement fou. Et en même temps, eux, ils vont avoir ce type de prétention. Donc tout ça, c'est déjà compliqué en soi. Et le fait que dans ce timing-là, Tyronn Lue arrive en plus et dise non, mais l'an prochain, faut qu'on arrête un petit peu quand même de se surprotéger ou de se dire que la saison régulière c'est pas important et que le plus important c'est les playoffs. Il y a un moment, il faut être sur le terrain et jouer et gagner des matchs. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que même si c'était fait avec beaucoup de tact, même si effectivement, comme tu le soulignais, c'était pas du tout de manière, lui dis pas de manière belliqueuse, ou tu sais, ça fait pas non plus comme les shades que peuvent envoyer certains coachs ou certains joueurs où ils disent quelque chose et puis en même temps tu sens bien que c'est un coup de pression en douce. Là ça faisait honnête, j'ai trouvé, ça faisait vrai la manière dont Tyronn Lue a abordé le sujet. Et moi, ça me parle parce qu'effectivement, il y a un moment où cette équipe continue d'être fantastique sur le papier. Il y a un moment où il faut qu'elle soit performante sur le terrain. Et il y a un moment, finalement, blessé ou pas blessé, il faut que tu joues les matchs parce que de toute façon, là, quand même, pour l'instant, c'est un constat d'échec du côté des Clippers. Parce que même en faisant du load management à outrance, même en cherchant des solutions, ça leur a pas permis d'aller là où ils veulent aller. Donc il y a un moment, il faut dire, autant jouer le tout pour le tout, il faut qu'on joue et on verra où ça nous mène. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, je pense que l'idée et l'intention sont très bonnes, et la manière dont ils exprimé, je trouve ça parfait. Le problème, c'est qu'on parle de deux joueurs, et surtout d'un, Kawhi Leonard, qui a l'air de prendre lui-même ses décisions en termes de est-ce que je vais jouer, est-ce que je dois me soigner, qu'est-ce que j'ai exactement. C'est une constante chez lui depuis San Antonio quasiment. Alors il y a eu la parenthèse enchantée à Toronto, mais depuis qu'il est aux Clippers, parfois je pense vraiment, et c'est ce qui se dit, que le staff médical n'a pas vraiment de prise sur lui. Il a son propre médecin, son propre coach, ses propres kinés, et ça reste une variable qui n'est pas maîtrisable pour les Clippers. Pour Paul George, je lui avais un peu reproché quelques déclarations l'année dernière où il disait je sais pas si je vais jouer dans 3 jours, si j'ai besoin de repos et tout ça. Enfin, ça faisait pas très déterminé à jouer coûte que coûte. Après, les déclarations sont les déclarations. Il y a les faits qui sont plus importants. On entend en ce moment, je vois Jason Tatum qui dit non, moi, même s'il y a un match contre Charlotte qui est diffusé que sur le League Pass, je me dis qu'il y a quelqu'un qui a payé, donc je veux jouer coûte que coûte. Bon, voilà, c'est des bonnes intentions, mais l'intention est très bonne, celle qui est exprimée par Tyronn Lue. Et effectivement, quand Paul George et Kawhi Leonard sont ensemble, il y a très peu d'équipes qui, à mon avis, peuvent rivaliser sur la durée avec eux, mais j'ai toujours ce pessimisme de me dire il y a un moment où il y en a un des deux, voire les deux, qui ne seront pas aptes, et ça risque d'être au pire moment. C'est-à-dire que ce soit en saison régulière, au moment où les classements se déterminent, parce que ton classement est quand même important, même si tu as des parcours à la Miami Heat où tu finis 8e et tu vas en finale, mais à l'ouest, où c'est le Far West, quoi, ça va être ultra compliqué l'année prochaine. Il va falloir être bon en saison régulière et être apte en play-off. Et malheureusement, par défaut, je suis un peu échaudé pour les Clippers, et j'ai l'impression que ça fonctionnera jamais parce qu'ils sont fragiles et un peu imprévisibles de ce côté-là, surtout que Kawhi, je me répète. Mais bon, écoute, si ça se passe, moi, on a envie de voir Kawhi et Paul George ensemble. Ils ont de la profondeur d'effectif. Il y a des joueurs, il y a Westbrook qui a fait une espèce de résurrection l'année dernière. Autour, il y a des joueurs assez talentueux. On aime bien Tyronn Lue. Moi, je veux que ça marche. Je veux que ce que dit Tyronn Lue se matérialise et qu'on ait Kawhi, Paul George, les Clippers ultra compétitifs, comme ils devraient l'être depuis le début du projet et comme ils n'ont pas pu l'être depuis le début du projet, à de très rares exceptions, malheureusement. Ouais, puis d'une certaine manière, finalement, le fait de... Je comprends le load management, je peux le comprendre, mais finalement, il y a un moment où tu peux te demander aussi à quel point ça peut être contre-productif, dans le sens où tu n'as jamais l'occasion de savoir vraiment ce que vaut ton équipe au bout du compte. Et que finalement, parce que Paul George et Kawhi Leonard... Le problème, c'est que Paul George est plutôt fragile, un petit peu dans le sens où c'est des blessures, mais qui sont diverses. C'est-à-dire que ça va être le genou, ça va être sur des faits de jeu, en fait. Ça va être le poignet, l'épaule. C'est une espèce de fragilité. C'est un petit peu comme Anthony Davis, quelque part, même si je compare pas forcément les joueurs. Mais
Mais dans le sens où, bon, bah voilà, c'est. Mais alors que Kawhi Leonard, c'est une blessure récurrente au genou, en fait, qui revient et qui a pas l'air vraiment de progresser beaucoup. Donc, Mm. c'est pas tout à fait les mêmes, non plus, les mêmes profils. Et il y a un moment, et si tu continues à ce point de dire, bon, bah, de toute façon, la saison régulière, c'est pas grave, l'important, c'est les playoffs, et que finalement, en playoffs, ils sont pas là, ça leur donne aussi une espèce de valeur qui est un peu trompée, en fait, trop truquée, parce que tu t'imagines le scénario idéal dans lequel ils peuvent performer à leur plein potentiel. C'est deux joueurs incroyables. Quand ils peuvent jouer, c'est deux joueurs incroyables. Mais en même temps, finalement, la première valeur qu'un joueur peut avoir, c'est celle d'être sur le terrain et de jouer, Mm. quoi. Et donc c'est pour ça que les négociations de contrat là du côté des Clippers vont être vraiment intéressantes à suivre, sachant que, bah, je le redis, il y a quand même un, il y a deux choses qui sont importantes pour les Clippers. C'est le fait que bah, Kawhi et Paul George quand même se rapprochent forcément de la fin de leur prime, tout simplement parce qu'ils prennent de l'âge, et qu'en plus ils vont rentrer dans une grande nouvelle salle Ouais. qui a coûté une somme faramineuse. Il y a énormément de, voilà, il y a eu la volonté de finalement pouvoir enfin séparer la destinée des Lakers et des Clippers en leur donnant une salle chacun pour que chacun puisse vraiment créer, enfin surtout du côté des Clippers, parce que les Lakers, ils n'ont jamais eu de problème, ils n'ont pas eu de problème identitaire de ce côté-là. Mais tu sais aussi que les Clippers vont pas vouloir rentrer dans cette nouvelle salle qui sera à Inglewood en étant avec une équipe qui est pas compétitive, qui est en pleine reconstruction, donc il leur faut quand même du star power pour rentrer dans cette nouvelle salle. Et la situation n'est pas simple du côté des Clippers. Vraiment, vraiment complexe. Et je pense que voilà, faut vraiment garder un œil sur ces négociations. J'espère finalement que bah, Paul George et Kawhi Leonard bah, auront l'intelligence de voir effectivement qu'ils ne peuvent pas exiger des contrats maximum comme ils ont pu le faire la dernière fois, qu'il y aura un petit peu que ça donnera voilà, qui prendront conscience de tout ça et que les Clippers pourront aligner une équipe qui pourra jouer sans forcément remettre en cause tout leur potentiel sur l'avenir. Ouais, c'est clairement une des. Autant à l'Ouest, il y a des équipes où on commence à voir un peu comment se dessine le paysage, quelles sont les forces des équipes, lesquelles seront performantes. Les Clippers, c'est vraiment. Enfin, moi, ça reste une énigme justement parce qu'il y a cette incertitude autour de ces deux-là. Et c'est vrai que l'échéance bah, de la salle dans laquelle ils vont entrer, ils vont devoir prendre une décision à un moment. Est-ce que bah, on mise sur de la sûreté, entre guillemets, hein, c'est de la sûreté très relative parce qu'on ne sait pas s'ils seront là tout le temps, mais sur ces deux noms qui font dans tous les cas venir du monde, ou si tu pars sur une forme de reconstruction, et auquel cas c'est dur de vendre autant de places si ton franchise player c'est Norman Powell ou Terrence Mann, quoi. Tu vois, Ben, j'exagère, hein, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. non, mais t'as complètement raison, et ça complique aussi toutes les rumeurs autour enfin, d'un trade potentiel pour James Harden. On sait toujours pas si les Eh Clippers oui. sont intéressés, hein, d'ailleurs, on a toujours pas d'infos là-dessus, Ouais. mais ça complique un petit peu les choses parce que tu peux pas non plus te dire, si ça doit être pour James Harden, bah justement, on va balancer Terrence Mann et puis des pics pour Mm. récupérer James Harden, sachant que derrière, ça t'offre pas forcément comment dire, la, La t'es pas garantie, ouais. ouais, la garantie exactement de pouvoir être performant si jamais bah, James Harden ça marche pas, si jamais Kawhi finalement il y a un problème de genou qui fait que c'est rédhibitoire et que tu rentres t'as une nouvelle salle et t'as plus de choix de haut choix enfin de haut pic pour les années à venir. Un de tes joueurs qui représente le futur un peu en la personne de Terrence Mann est parti. Et tu te retrouves comme ça avec, je sais pas, Paul George sur un genou et puis et James Harden, c'est pas ça non plus qui va te permettre de remplir la salle. Donc ouais, la dynamique est complexe du côté des Clippers. Encore une fois, le pari qu'ils ont fait en faisant venir Kawhi et Paul George, ils justifiaient et ils justifient toujours au vu voilà, du talent de ces joueurs-là. Malgré tout, ça n'a pas marché pour l'instant. Et donc, il y a un moment, la question va vraiment se poser de savoir si, tu sais, on est en mode, bon, allez, si on tente encore le tout pour le tout, quitte à hypothéquer notre avenir, ou s'il y a un petit peu voilà, on Mm. revient un petit peu les pieds sur terre. Et pendant ce temps-là, OKC se félicite du trade tous les jours pour avoir récupéré Shai Gilgeous-Alexander, entre autres. Enfin, il n'est pas encore le temps de faire l'autopsie de ce trade totalement parce que il y a encore une possibilité pour que les Clippers soient performants avec ces deux-là. On leur souhaite, mais il sera bien temps plus tard de faire l'autopsie et l'analyse détaillée de ce trade qui est un des plus intéressants des dernières années, je trouve. Mais voilà, on y reviendra. En attendant, on va boucler ce CQFR là-dessus. Théo, on va te souhaiter de très bonnes vacances, de nous revenir en pleine forme, bronzé et tout ce qui va avec. Le CQFR va continuer dans les prochains jours, normalement, où je serai sans doute avec Benjamin le matin, peut-être parfois tout seul si le talent générationnel se réveille trop tard. En attendant, donc, on te souhaite des bonnes vacances, Théo. À vous tous, une très bonne journée et on se retrouve très vite sur Basket Session. Le week-end, évidemment, pas de CQFR, mais on se retrouve lundi matin en forme.
Merci, bah, bel été à tous, bon courage. Moi, je vais pouvoir enfin suivre le CQFR juste en fan. En m'attendant, et je mettrai des commentaires acerbes pour alimenter la polémique. Ça marche. Allez, Ciao à tous. bonne journée à tous.